Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons parler histoire du bijou. J'aimerais qu'ici on aborde l'histoire du bijou un peu différemment. Pour être honnête, la première fois que j'ai pensé à faire ces vidéos, j'avais dans l'idée un format beaucoup plus classique. Je pensais partir d'un ouvrage, L'histoire de la bijouterie, écrite par Henri Wever, le joaillier Art Nouveau. C'est un ouvrage qui se compose de 3 tomes publiés entre 1906 et 1908. Ce sont des livres très intéressants qui retracent l'histoire de la joaillerie au XIXe siècle, de la Révolution jusqu'à l'Art Nouveau. En gros, mon projet était de lire et de condenser les bouquins pour vous en offrir un panorama. Et puis, dernièrement, j'ai redécouvert l'art pariétal. L'art pariétal, pour le dire autrement, c'est l'art de la préhistoire. Et cela peut concerner les peintures, comme celles que vous pouvez voir sur les grottes de Lascaux, ou encore les poteries, les os gravés et les bijoux faits à cette époque. Et là, je me suis dit que je tenais quelque chose d'intéressant. Non pas que l'histoire de la joaillerie au XIXe siècle ne soit pas intéressante, mais c'est un sujet largement abordé. Le bijou pariétal, par contre, c'est déjà plus exotique. Je voulais aussi vous donner une autre vision de l'histoire du bijou. Car si l'on regarde bien, à l'heure actuelle, la joaillerie domine la représentation visuelle que l'on se fait du bijou. Et ce pour 2 raisons. Les grandes maisons peuvent payer des campagnes publicitaires, les réseaux sociaux adorent le luxe. Pourtant, si l'on regarde bien et que l'on place l'histoire du bijou dans l'histoire de l'ornement, la joaillerie est une pratique plutôt récente. Voici la plus ancienne parure trouvée. Elle date de 130 000 avant notre ère et aurait été fabriquée par les hommes de Néandertal. L'homme de Néandertal est un hominidé, maintenant éteint, et qui aurait vécu jusqu'à environ moins 30 000 avant notre ère. Il était contemporain d'Homo sapiens, notre propre espèce, et donc serait à l'origine de la plus ancienne parure découverte. Pour vous faire un parallèle, les plus anciens bijoux en or découverts à ce jour sont ceux de la nécropole de Varna en Bulgarie et datent de moins 4500 avant Jésus-Christ, et la plus vieille perle de culture découverte à ce jour date de moins 8000. En étant large et approximatif, on peut donc dire qu'avec l'émergence des matériaux précieux tels que nous les connaissons, perles de culture, or et pierres précieuses, est née la joaillerie. L'apparition plus tardive de la joaillerie peut s'expliquer par l'évolution technique des sociétés humaines. Par exemple, la métallurgie, le travail des métaux, est né au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Par contre, des techniques de sciage, perçage et poli sont attestées avant. Mais cela ne veut pas dire qu'elles étaient forcément applicables aux métaux ou aux pierres précieuses, parce que les matières animales, os, cornes, sont moins dures. Tout cela pour vous montrer 2 points. La joaillerie n'est qu'une petite partie de l'histoire du bijou, et s'intéresser aux parures pariétales nous permet d'insérer l'histoire du bijou dans un champ plus vaste, l'ornement. L'ornement est une pratique artistique qui fait son apparition dans les traités d'architecture antique. Viturbe, un architecte romain, en parle dans son traité De Architectura, écrit en moins 15 avant notre ère. Pour lui, l'ornement est ce qui vient orner une colonne ou un bâtiment. Un type d'ornement dont vous avez déjà entendu parler est les 3 types de colonnes grecques. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les différences entre les chapiteaux, la partie haute de la colonne. On voit bien que de l'une à l'autre, le traitement n'est pas le même et que l'on passe d'une forme géométrique à la représentation d'une feuille et donc à l'imitation de la nature. Les frises, telles que celles du Parthénon, sont aussi des ornements. Si je vous en montre plusieurs types, c'est pour vous permettre de comprendre que dès le départ, le langage ornemental est très vaste. Il va de la représentation géométrique jusqu'au bas-relief. Cette pratique va se poursuivre à travers les âges et certaines périodes artistiques vont faire de l'ornement une part intégrante de leur langage. Je pense ici à la période gothique où l'on voit émerger sur les cathédrales des dentelles de pierre. L'ornement est aussi un lieu de créativité, d'expression et parfois de démesure, comme Piranèse, un graveur et architecte italien du XVIIIe siècle, nous l'a démontré. Le champ ornemental est l'un des parents pauvres de l'histoire de l'art. Déjà parce que pour certains il peut être frivole, et aussi parce qu'il lui échappe. En effet, il se trouve à la jonction entre les beaux-arts et les arts décoratifs, et cela nous pousse à décloisonner notre approche de l'histoire de l'art. Donc, l'ornement décloisonne car il est une discipline qui nécessite l'intervention de 2 figures créatives, l'architecte et l'artisan. Et c'est de cette rencontre que naît la friction. Car si l'architecte conçoit l'ornement, l'artisan, lui, est amené à le fabriquer et peut, dans ce processus, modifier l'ornement afin qu'il s'adapte plus justement au projet architectural. En gros, cela met en lumière les limites de la science architecturale. Parfois, le pouvoir de planification ne peut pas remplacer le savoir acquis par le maniement des matériaux. Pour en revenir à notre histoire très rapide de l'ornement, c'est au XIXe siècle qu'un engouement sans précédent pour cette pratique va naître. En effet, c'est à cette époque que naissent des traités d'ornementation
et que des architectes vont commencer à réfléchir à l'histoire de l'art en incluant la pratique ornementale dans celle-ci. Là, je fais des raccourcis pour vous présenter les faits en quelques mots, mais l'émergence de l'ornement au XIXe siècle s'ancre dans un contexte plus général. L'apparition de cette discipline dans l'histoire de l'art naissante montre à quel point l'acte d'orner a une importance dans les sociétés humaines. Gottfried Semper, un architecte allemand du XIXe siècle, dira même que l'art serait né de la pulsion ornementale, autrement dit du désir humain d'orner son corps ou son habitation. On sait qu'encore aujourd'hui, le sens artistique naissant de peuplades qui se trouvent dans les premiers stades de développement se manifeste dans le tressage et le tissage de nattes et couvertures. Même si Semper parle du tissu et non du bijou, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans une perspective ornementale, le bijou comme les vêtements sont des ornements corporels dans le sens où ils viennent couvrir le corps et lui donner une dimension nouvelle. Cela se voit par exemple par les distinctions sociales que créent les différents types d'habillement. Inscrire l'histoire du bijou dans l'histoire de l'ornement, c'est aussi la comprendre autrement, lui donner une profondeur nouvelle et ne pas cantonner le bijou à une pratique artisanale destinée à une classe économiquement dominante. J'en ai fini pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons plus particulièrement les ornements et les parures pariétales. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager la vidéo, c'est très important. Les informations bibliographiques ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux se trouvent dans la description. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à bientôt!